David Joulin. Sinon, on va commencer déjà par vous présenter, si vous le voulez bien. Donc, pour cette table ronde sur le thème donc, France agricole, pourquoi et à quoi ça sert l'open innovation, on a la chance d'avoir 4 pointures en la matière avec nous pour en débattre et en discuter. Donc, d'abord, Mehdi Jaber. Vous êtes donc responsable AgriLab à l'Institut Polytechnique Unilassal et chargé d'une mission innovation numérique là-bas. On a aussi avec nous donc, Thomas Landrin, qui est le cofondateur et le président de Jodl, ça se dit comme ça Jodl.io, donc Just One Giant Lab, qui est un laboratoire de recherche et d'innovation collaboratif et qui est aussi membre du Conseil du numérique. On a avec nous donc Madame Véronique Bellon-Morel, qui nous a déjà fait une conférence tout à l'heure, qui est donc la directrice du département écotechnologie à l'IRSTEA et qui est aussi directrice de l'Institut Convergence Agriculture Numérique. Et incessamment sous peu, et même si je trouve ironique de le présenter alors qu'il n'est pas là, vous avez pu voir dans les membres du jury donc David Joulin, qui est le cofondateur et le CEO de la SAS Équilibre, qui est donc une SAS qui commercialise et développe des outils innovants de gestion d'exploitation agricole intégrée, et qui est lui aussi donc cofondateur de la Ferme Digitale, qui va nous rejoindre incessamment sous peu. Bon, le temps qu'ils nous rejoignent, donc on va commencer. Si vous voulez bien, Véronique, je vais commencer avec vous. Donc, je rappelle le thème de cette table ronde. Pourquoi et à quoi ça sert l'open innovation? Mais avant de dire pourquoi et à quoi ça sert, est-ce que vous pourriez-vous nous dire, essayer, et je sais que l'exercice n'est pas facile, de nous la définir en quelques mots? Merci. Alors, je vais peut-être la définir parce qu'elle n'est pas. Voilà, donc l'innovation ouverte, c'est un mouvement qui est relativement récent, ça date d'une quinzaine d'années. Et ça vient après des années d'innovation fermée qui étaient basées sur le principe ou le paradigme que l'innovation, elle se fait dans des cercles, dans une entreprise, d'abord par la recherche, enfin avec des démarches très très linéaires. Donc d'abord la recherche, ensuite le développement, et puis ensuite on va voir les utilisateurs. Enfin, même si au départ on est parti sur un cahier des charges utilisateur. Et très souvent, cette innovation, elle se terminait dans les armoires des scientifiques. J'en suis une, donc je peux le dire. On est même allé quelquefois sur certaines innovations très loin, c'est-à-dire qu'on a sorti le produit, on l'a fait utiliser, et puis c'était pas une innovation, c'était une invention, et on n'a pas rencontré le marché. Donc une innovation, c'est une invention qui rencontre son marché. Donc l'innovation ouverte, c'est un nouveau processus dans lequel, dès le début, on met ensemble et sur la durée, l'ensemble des parties prenantes sur l'innovation. Donc on va avoir des chercheurs, mais on va avoir aussi les industriels, les utilisateurs finaux, l'ensemble des parties prenantes. Voilà. Et donc on travaille sur des boucles qui sont beaucoup plus rapides. En informatique, on parle de développement agile, par exemple. Voilà. Alors la contrepartie, peut-être le défaut, entre guillemets, c'est que du coup, on va être dans une innovation qui va être peut-être beaucoup plus incrémentale. C'est pas, on aura beaucoup moins d'innovation, de rupture dans ces processus-là. Voilà. Mais bon, on aura beaucoup plus d'inventions qui deviennent des innovations. Merci beaucoup, Véronique. Mehdi, tout à l'heure, vous me parliez de l'open innovation 2.0 et vous faisiez finalement un parallèle avec le fait que l'open innovation elle-même évoluait et que le concept, bien que nouveau, avait changé au cours du temps. Oui, alors c'est encore plus récent, c'est le 2.0. Alors c'est pas moi qui l'ai défini en fait, ce nouveau paradigme. En fait, il a été défini par une commission européenne en fait en 2013. Il y a une évolution en plus en moins de 10 ans de l'innovation ouverte. Alors, on connaît les innovations par les brevets. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'on se dit quand on parle d'innovation, il y a forcément des pots de brevets. Donc, quand ça devient ouvert, c'est qu'on fait des licences, pour simplifier un peu, par rapport à l'innovation fermée. Et on s'est aperçu d'une chose, c'est que les brevets, on utilise très peu. Aujourd'hui, on est à 0,3% en fait des brevets qui sont utilisés. Et d'un autre côté, c'est que on s'aperçoit aussi que les innovations ne sont pas forcément créatrices d'emplois. Donc on parle d'innovation gap.
En 2013, aux États-Unis, il y a une sonnette d'alarme qui s'est tirée. On s'est dit que bon, fallait changer le fusil d'épaule et s'inspirer de ce qui fonctionne. Alors, ce qui fonctionne, je ne réinvente pas, c'est le numérique, c'est l'Internet. Et l'Internet est basé sur l'innovation de type open source. Et comment on utilisait ces innovations, c'est qu'on utilisait une communauté anonyme pour créer en fait les nouveaux usages de demain. Et en fait, c'est ça en fait l'innovation de type 2.0 en fait pour résumer en 2 mots. Voilà. Je reviendrai tout à l'heure sur la présentation que je ferai sur un peu plus en détail là-dessus. D'accord. Merci. Finalement, David, le maître mot, ça semble coopération, ça semble être libre-échange. On ne brevette plus les idées, on ne les possède plus, mais au contraire, on les met sur le devant de la scène et on les valorise à qui le voudra. Pour vous qui connaissez bien le monde agricole français, est-ce que cette open innovation, elle s'intègre facilement dedans? Vous voulez dire, elle s'intègre facilement dans le contexte actuel du monde agricole? Agricole, oui, tout à fait. Eh bien, bon, facilement non, elle ne s'intègre pas facilement. On va dire que depuis quelques années, c'est assez récent, 3-4 ans, il y a un fort changement qui s'est opéré. Il faut voir aussi qu'à l'échelle mondiale, on est passé, enfin, tout s'est accéléré et on s'est retrouvé avant sur quelques projets d'innovation portés par des entreprises fermées, hein, donc des gens qui ne collaboraient pas entre eux, mais qui étaient dans une logique de on va innover, on va poser un brevet et on va le monétiser derrière, à des projets collaboratifs où on se dit bah tiens, je fais quelque chose. Je n'ai pas forcément toutes les réponses à la fois économiques et à la fois sur comment je vais le vendre et comment ça peut être utilisé. Et donc je vais l'ouvrir potentiellement à d'autres qui, eux, vont avoir un autre usage et qui vont venir enrichir mon projet. Et donc ça, petit à petit, on vit depuis 3-4 ans un peu ce mouvement-là dans le monde agricole, mais ça prend beaucoup de temps. Parce que le monde agricole, moi j'ai l'habitude de dire, c'est la forteresse agricole. C'est un monde qui a été construit à l'après-guerre, avec des gros piliers, et le temps de bouger ça, bah, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. En tout cas, nous, on a choisi de s'inscrire dans cette mouvance-là, puisqu'on développe des outils qui sont dits open source, et donc on ne met pas de licence. Enfin, il y a une licence, mais elle est ouverte. C'est-à-dire qu'on développe des choses, et on dit voilà, on pense qu'on va nous s'enrichir plus et enrichir plus les autres en faisant ça, qu'en étant dans une logique de brevet. Et réellement, c'est ce qui se passe. Nous, on développe des applications, on utilise beaucoup d'open data, on redonne ce qu'on fait, et petit à petit, on crée une communauté. Alors, ça prend beaucoup de temps, mais c'est beaucoup plus durable. Et donc, on est sur des projets où on sait que bah, dans 10 ans, 15 ans, ce qu'on a fait, ça sera toujours présent, et ça peut être utilisé pour tout un tas de personnes. Et finalement, l'investissement qu'on va y mettre est beaucoup plus faible que dans une logique de brevet qui, en plus, comme dit Mehdi, bah, il n'y a que 0,3% des brevets qui sont utilisés. D'accord. Thomas, vous êtes, en tant que président du Just One Giant Lab, c'est quelque chose que vous vivez au quotidien, finalement, l'open innovation. Concrètement, là, voilà, on a parlé du concept et du fait que c'est une révolution sur la gestion, finalement, de l'innovation et des idées. Concrètement, comment ça s'applique au quotidien? Alors, c'est vrai que l'intervention en fait, de chacun des participants de cette table ronde ont rappelé à quel point c'était nouveau. Ce qu'il faut voir, c'est que les racines de ce mouvement en fait, sont plutôt assez anciennes. Quand on regarde comment se faisait la science en fait, à une certaine époque, par exemple au 19e siècle, au 18e siècle, a été faite en fait, de manière très partagée dans des bureaux citoyens où on invitait, en fait, on invitait les uns les autres en fait, chez soi pour faire des démonstrations. Et l'idée de brevet est arrivée en fait, relativement tardivement, surtout parce qu'à l'époque, les innovations se faisaient de manière secrète. Et donc le brevet en fait, était une manière en fait, aussi d'ouvrir aussi, la démarche est de faire en sorte que les inventions en fait, soient bien documentées. Et donc, après, il y a 20 à 25 ans en fait, de protection. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'innovation est trop rapide. Et que ces 20-25 ans, en fait, ça vient en fait, bloquer en fait, beaucoup de mécanismes qui nous permettent en fait, de développer des solutions pratiques. Et moi, je vais surtout différencier. Je pense que l'open source n'est pas intéressante pour tout. Je suis un partisan de l'open source. Mais je pense que les brevets ont quand même en fait, leur rôle à jouer sur certaines parties, en particulier lorsqu'on fait l'innovation de rupture. C'est-à-dire que là où on a besoin, par exemple, de passer
5 à 10 ans dans un laboratoire de R&D où on sait qu'on va rien vendre derrière en fait, pendant ces 5 à 10 ans. Où on a besoin d'aller chercher énormément de capitaux pour pouvoir en fait, aussi faire ce développement-là. Et donc il faut donner des garanties en fait, à ces investisseurs en fait, que derrière on va avoir un retour, une forme d'exclusivité. Par contre, il se trouve qu'aujourd'hui, on peut répondre à énormément de problèmes en utilisant des technologies qui ne sont pas de rupture. C'est-à-dire en fait, quand on regarde ce qui est déjà à disposition et qui n'est plus en fait sous brevet, dans l'électronique, dans l'informatique, dans la mécanique, la robotique, y compris dans les biotechnologies, eh bien, on peut utiliser en fait ce socle de technologies ouvertes, qui ne sont du coup plus protégées, pour pouvoir en fait créer des outils et des applications absolument excellentes. Et donc c'est ici en effet qu'on voit l'apparition vraiment de mouvements, de personnes qui se rassemblent et qui du coup utilisent en fait ces briques open source pour pouvoir créer des applications. Et un des exemples en fait les plus parlants, ça va être par exemple l'impression 3D. Pourquoi en fait l'impression 3D a explosé il y a 5-10 ans? C'est parce qu'en fait les brevets, l'impression 3D c'est pas nouveau. Ça existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est juste que les brevets qui protégeaient en fait les concepts de base de l'impression 3D sont tombés. Et du coup, en fait, les gens ont pu se réapproprier ces technologies et du coup développer des imprimantes 3D beaucoup moins chères parce qu'ils n'avaient pas besoin de rembourser une R&D. Donc nous, ce qu'on fait chez Juggle, c'est qu'on vient accompagner ces communautés qui s'intéressent justement à faire de la R&D open source. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu aujourd'hui où, lorsqu'on veut répondre à un problème, soit on a une approche purement business, on a la chance de pouvoir répondre à une problématique où les gens peuvent payer pour la solution. Mais c'est une petite proportion des problèmes. La plupart des problèmes dans le monde, en fait, les gens ne peuvent pas payer. Donc il y a la solution subventionnée, c'est là où les États interviennent, etc. C'est là où on va trouver les institutions académiques pour faire de la R&D exactement, ou de la recherche. Mais finalement, en fait, la problématique de ces institutions, c'est qu'elles ne sont pas forcément très agiles. Hein, on en a parlé, ce n'est pas juste les institutions agricoles, c'est aussi les institutions académiques. Elles ne sont pas équipées pour interagir en fait, avec des personnes qui ne sont pas des chercheurs. C'est compliqué. Et à côté de ça, on a toutes ces communautés qui sont en train d'émerger justement grâce au numérique, qui sont extrêmement agiles et qui sont capables en fait d'échanger sur les réseaux sociaux et de s'organiser et de développer des applications alternatives en open source, par exemple sur des choses aussi compliquées que la production d'insuline. Il y a des personnes qui font la recherche collaborative en ligne en fait, pour pouvoir développer une version alternative ouverte de l'insuline. Aujourd'hui, en particulier où il y a des problèmes en fait, d'accessibilité, par exemple aux États-Unis, et les prix en fait, croissent énormément. Donc, il y a un enjeu en effet de repenser la manière dont on fait la recherche et on permet en fait à un plus grand nombre de personnes de pouvoir s'inscrire dans cette démarche-là et donc de permettre de dire que nous tous, finalement, ici, on a tous une forme d'expertise et il faut pouvoir la mettre à disposition. Certes, on n'est pas tous chercheurs, on n'est pas tous entrepreneurs et ce n'est pas le but. Mais par contre, on peut le devenir partiellement, contribuer avec un niveau haut en fait, de compétences et continuer à se former et participer aussi à dérisquer la R&D sur certains sujets. Là où une entreprise, en fait, une start-up ne pourrait pas aller parce que justement, il y a un peu trop de travail et que le modèle économique n'est pas simple. Ou tout simplement aider en fait, des projets de recherche où les institutions en fait, sont pas encore allées. Donc voilà, donc comment on fait ça? On fait ça avec une plateforme numérique et c'est une plateforme qui est totalement gratuite, elle-même open source, où tout ce qui se passe est en open data. Et on met en relation en effet les porteurs de projets avec les contributeurs. Et nous-mêmes, on organise nos propres programmes de recherche, adaptés en fait ce mode de collaboration. Et on fait des partenariats avec des laboratoires de recherche, des entreprises, des fondations, etc. pour pouvoir justement créer cette interface. David, quant à vous, du coup, par rapport à la SAS Équilibre, dans la gestion quotidienne de la SAS, est-ce que l'open source, donc open source, open innovation, est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez et que vous avez commencé, si j'ose dire, à utiliser en exclusivité, ou les brevets et la gestion des brevets ont encore leur place? Alors, nous, on n'a pas de notion de brevet parce qu'on est dans le numérique et on n'utilise pas vraiment de brevet. On pourrait utiliser des briques sur lesquelles il y a des licences qu'on appelle propriétaires, sur lesquels qu'il faut acheter, mais c'est pas ce qu'on fait. On construit en fait notre outil uniquement avec soit des briques qui existent déjà, soit des données qui existent déjà qui sont complètement ouvertes, soit celles qu'on produit nous-mêmes, qui sont également ouvertes, et on a aussi bien sûr certaines briques qui sont fermées, qui correspondent à des choses que nous demandent certains clients, qui leur permettent d'avoir un avantage concurrentiel, donc qui nous permettent aussi de verrouiller une partie de notre business. Voilà. Mais la majorité du corps de notre solution est complètement ouverte, ce qui permet à des agriculteurs à la fois soit d'installer la solution chez eux, d'être autonomes et de venir la modifier et de venir rajouter des briques qui potentiellement leur sont utiles en fait. Voilà ce qu'on fait.
Et ce que je voulais dire, ce qui est magique en fait dans ce monde-là, dans le monde du numérique et de l'open source, c'est qu'il suffit d'avoir une personne sur Terre qui a une idée, qui la développe, et cette idée-là en fait va se propager et va donner lieu à une solution pour des milliers ou des millions de personnes. En fait. Voilà. Et c'est ça en fait qu'il faut retenir. Et il y a un exemple probant dans le monde agricole. Il y a quelqu'un en 2014 qui a développé une console ouverte pour faire de l'autoguidage. Et il y a quelqu'un en France qui a développé un module qui permet d'avoir un signal satellitaire très haute précision. Et ces deux personnes-là ont réussi à fournir une solution à des agriculteurs qui peuvent aujourd'hui monter une console d'autoguidage dans leur tracteur pour 600 €, là où ça vaut 10 000 € dans le commerce. Voilà un exemple concret de voilà, j'ai eu une idée, je l'ai faite, j'ai eu les compétences, parce qu'il faut avoir les compétences, et potentiellement demain, il y a 10 millions d'agriculteurs en Afrique partout qui vont pouvoir autoguider leurs équipements et automatiser une partie du travail qui est relativement laborieux. Et juste pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que c'est hyper important, c'est qu'au-delà en fait, de rendre l'usage plus abordable, ça permet surtout en fait, aux personnes qui l'utilisent de venir contribuer en fait, en feedback sur qu'est-ce qui marche pas, et en fait, d'accélérer le cycle d'innovation et d'itérer beaucoup plus rapidement. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, finalement, il y a un mot qu'on a autant entendu que open source et open innovation depuis qu'on a commencé cette table ronde, c'est numérique. Mehdi, à votre avis, l'open innovation n'existerait pas ou n'est rien sans le numérique? Drôle de question. En fait, oui, ça n'existerait pas sans le numérique, mais il faut imaginer une chose qui a changé depuis 1998. C'est l'existence du web et en fait des plateformes de collaboration. Là, on parle pas de technologie, mais technologie digitale. Voilà, c'est la massification des échanges de l'information entre les personnes. Ça nous a, depuis notamment une dizaine d'années, on a su partager le savoir et le savoir-faire partout dans le monde instantanément. En fait, c'est ça qui a révolutionné la façon de voir l'innovation ouverte, en fait. Ce qui n'existait pas il y a 15 ans, c'est-à-dire, je parle de 2003, on était à peine dans les réseaux sociaux. Et en fait, c'est ça qui a un peu changé en fait, la donne aujourd'hui. Et aussi les publications, parce que là, quand on parle de recherche, un article de recherche, il faut mettre 1 an ou 2 ans pour le publier. Il faut que ça soit validé en plus par les pairs, alors que quand on fait une innovation aujourd'hui, on peut la diffuser instantanément pour un besoin immédiat. Et il faut savoir que les technologies évoluent très très vite aujourd'hui. Donc ça, c'est pas quelque chose que j'invente. Voilà. Véronique, vous êtes directrice donc, de l'Institut Convergence Agriculture Numérique. On parle aujourd'hui donc dans le numérique de la gestion des données et donc de données qui proviennent de partout et qui sont en libre accès. Est-ce que le formatage de ces données pour que tout le monde puisse les utiliser de la même manière, si j'ose dire, fait partie des missions les plus complexes que vous avez à gérer? Alors pas forcément, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a des solutions pour traiter des données qui ne sont non formatées. Ce qu'on appelle le big data, c'est des données non formatées, échangées sur les réseaux sociaux. Voilà, donc en agriculture, on a des données qui sont quand même un petit peu formatées. La question qui est traitée, c'est, bon, si on veut aller plus vite, c'est l'interopérabilité. Donc, c'est avoir du vocabulaire qui soit commun. Hein, l'interopérabilité, c'est ça, en partie, enfin, des données. C'est être capable de dire que ce que tel logiciel appelle un champ, ici, on l'appellera une parcelle. Voilà. Et donc, sur ces sujets d'interopérabilité, bien sûr, il y a beaucoup de travail. Parce que plus on va s'entendre, plus on va aller vite ensuite pour retrouver des données, pour les traiter. Mais donc, je dirais que la standardisation à l'époque maintenant qu'on traite les données dans ce qu'on appelle des lacs de données, c'est une manière de traiter des données qui est complètement différente de la base de données classique. La seule question, ça va être d'arriver à résoudre le compromis du temps, c'est-à-dire que plus on aura des données qui seront interopérables, plus on ira vite en fait pour les traiter. Hein. C'est ça aujourd'hui qui va poser problème. C'est si je veux manipuler des grands jeux de données, si je sais à quoi ça signifie, qu'est-ce qu'elle signifie, je vais plus vite. Merci. Thomas,
par rapport à cette mission finalement de gestion donc, des données qui proviennent de France et de partout dans le monde, en tant que membre du Conseil national du numérique, comment vous définiriez les missions du Conseil national vis-à-vis de cette appréhension du big data et de toutes les données? Vaste question. C'est mettre beaucoup de poids sur mes épaules. Je pense, bon, ce que fait le Conseil national du numérique est très vaste et les membres en fait, bénévoles n'attaquent pas toutes les questions en fait, à la fois. On fait partie du groupe de travail. Moi, je peux vous parler du groupe de travail dont je fais partie, qui est le groupe de travail sur écologie et numérique. Et donc, on traite évidemment de la question des données environnementales et donc, entre autres, de biodiversité. Et ce qui est intéressant, c'est que l'acronyme du Conseil national numérique, on dit le CNUM. Donc le CNUM a une mission, c'est véritablement en fait d'essayer de prendre du recul par rapport à ce qui existe actuellement et de faire des recommandations pour le gouvernement. Et pour ça, on passe énormément de temps à faire des consultations avec les différentes parties prenantes, justement autour d'une question donnée. Et donc, on en travaille avec des experts pour pouvoir aller chercher justement à rédiger cette proposition. Aujourd'hui, nos travaux aboutissent sur une conclusion, c'est que les données environnementales aujourd'hui ne sont pas suffisamment ouvertes et centralisées. Ce qui fait que si on devait en fait avoir une compréhension, par exemple à l'échelle nationale, y compris en fait à l'échelle locale, mais on va dire nationale, s'il y a une demande pour dire c'est quoi l'état en fait national de notre écosystème naturel, on ne serait pas capable de répondre. Par exemple, si on voulait poser la question, c'est quoi l'état actuel, par exemple, de la biodiversité des insectes? On ne pourrait pas répondre. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'y a pas de donneur d'ordre vraiment sur ce type de données. Il y a beaucoup de données qui sont produites aujourd'hui et qui ne sont pas ouvertes, donc qui sont réservées en fait, ou qui sont récupérées en fait par des organismes qui ne les libèrent pas, à la fois privés et publics. Il y a encore les institutions publiques en fait, qui ne les partagent pas forcément de manière automatique. Alors toute donnée n'est pas forcément bonne à partager. Par exemple, il y a des données en fait, sur les animaux en voie de disparition. Donc ça, il vaut mieux pas trop en fait, dire où est-ce qu'ils se trouvent, par exemple. Mais en grosse majorité, en fait, il y a un enjeu à essayer de centraliser en fait, les données existantes, d'avoir des approches justement, comme qui était expliqué par Véronique, de data lake, où on va permettre en fait, de faire des analyses beaucoup plus complexes, beaucoup plus avancées, ce qui nous permet en fait, de comprendre l'état actuel écosystémique de notre territoire. Et ça, c'est essentiel parce que ça va nous permettre en fait, de poser de nouvelles questions, de faire apparaître des nouvelles relations entre, par exemple, les types d'activités économiques et les types d'impact qu'on a en fait, aussi sur le terrain, et inversement. L'impact du changement climatique en fait, sur les activités économiques. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont très compliquées à faire parce que justement on manque de données. Et donc notre enjeu, c'est de faciliter justement cette production de données, cette standardisation des données et cette centralisation des données. D'accord. Pour commencer à conclure, David, on a entendu parler d'innovation, mais moi j'ai du mal, d'innovation incrémentale et d'innovation de rupture par rapport à l'open innovation. Et de dire que finalement, le problème de l'open innovation, si j'ai bien compris, c'est que ça avait tendance à favoriser plus l'incrémental que les ruptures avec les brevets qui sont développés après plusieurs années de recherche. Est-ce que vous pourriez nous aider à définir la différence finalement, ce que ça veut dire incrémental? Est-ce qu'on tourne en rond, si j'ose dire? Alors, pour essayer de vous le définir, je vais essayer de vous l'illustrer. Je vais prendre un exemple qu'on connaît chez nous, d'innovation incrémentale. À un moment donné, on a décidé de développer la visualisation de parcelles, il y a assez longtemps. Donc là, il nous fallait des briques qui nous permettent de dire, bon, nous, on souhaite que l'agriculteur ne voit pas ces parcelles comme des lignes, mais voit ces parcelles dans une carte. Aujourd'hui, vous avez tous vu sur des sites des cartes avec des parcelles. Donc pour faire ça, on a été regarder ce qui se faisait comme outils libres qui permettent de faire ça. Donc on a pris une bibliothèque qui s'appelle Leaflet. Okay. Donc on l'a prise, elle était dans une version donnée. Et donc, au lieu de dire, tiens, comment est-ce qu'on doit faire pour afficher quelque chose, on a pris quelque chose qui existait déjà. Donc là, on est rentré dans une logique d'innovation incrémentale. C'est-à-dire qu'on a un cadre et on va souhaiter améliorer ce cadre-là. C'est ça, en fait, l'innovation incrémentale. Et donc, on a, à partir de cette bibliothèque-là, développer tout un tas de fonctionnalités complémentaires qui permettent, par exemple, de voir une parcelle plus en gras, de découper une parcelle, etc. Et on a reversé ça. Et donc, la prochaine personne qui va récupérer cette bibliothèque-là va récupérer ça, notre travail, et va lui aussi rajouter d'autres fonctionnalités qui peuvent être diverses et variées. Et
tous les contributeurs précédents vont pouvoir également récupérer ces nouvelles innovations. Donc c'est ça en fait. Alors d'un certain point de vue, oui, on tourne en rond puisqu'on a un cadre et un squelette de collaboration qui fait qu'on cherche à afficher des informations sur une carte et on ne va pas se poser forcément d'autres questions. Mais la richesse de l'écosystème fait qu'il y a des milliers de bibliothèques pour faire des milliers de choses. Donc en fait, ce n'est pas un problème en soi. Au contraire, ça nous permet de nous concentrer sur des fonctionnalités précises qui sont portées par une brique logicielle et de ne pas mettre tout dans la même chose et de ne pas arriver à un espèce de désordre organisé là-dedans. D'accord, ok, merci. Mehdi, on va vous laisser le mot de la fin, voilà, pour résumer, pour ajouter quelque chose qui vous semble important et qui n'a pas été dit ou que vous préciserez tout à l'heure lors de votre conférence. Il y a quelque chose d'important, je reviens sur l'incrémental, mais pour passer à autre chose en fait. Aujourd'hui, vous avez réalisé qu'actuellement on est dans une 3e révolution de l'Internet. En fait, on parle d'Internet des objets, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Parce que, par exemple, l'intelligence artificielle, elle n'est plus dans le cerveau des robots, elle est dans le cloud. On va faire une différence là-dessus. Faut savoir que les technologies aujourd'hui évoluent bien trop rapidement par rapport à toute notre capacité, nous, à les appréhender. Et elles vont tellement vite qu'on n'a même pas suffisamment de compétences pour savoir quels usages on peut en faire demain. Et ce qui se passe, c'est qu'on a eu un phénomène de fabrication de gadgets. On invente pas mal de technologies qu'on jette à l'eau et on dépense énormément d'argent pour ça. Donc pour ces raisons-là, effectivement, quand on vient à l'innovation incrémentale qui concerne notamment l'open source, en fait, les communautés anonymes sur le web, en fait, ils ont trouvé une autre astuce pour faire ça, pour faire simple, c'est que tout ce qu'ils peuvent innover, ils doivent le reverser sur le net pour qu'on ne réinvente pas la roue, en fait, pour qu'on puisse passer sur une innovation incrémentale utile à la communauté. Donc une voiture, on peut la réinventer autant de fois qu'on veut. Vous savez qu'il y a beaucoup d'énergie qu'on peut dépenser dessus. Alors qu'un plan de voiture, il suffit d'en avoir un. C'est ce que fait actuellement Tesla Motors, et même Renault actuellement, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est le standard de l'innovation en fait. L'innovation ouverte de base, reste l'innovation commune et qui doivent être aujourd'hui les biens communs sur lesquels on peut monter des modèles économiques. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci donc pour conclure cette table ronde. Il va être l'heure d'aller, bien que ce soit un sujet passionnant, il va être l'heure d'aller laisser manger les gens. Je suis désolé. Merci à vous quatre. Merci, je pense qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup.